Bienvenue dans Conversation Madame Figaro. Aujourd'hui, nous allons parler de livres, de littérature, de femmes et peut-être aussi un peu de médias. Mon invité, que je suis très heureux d'accueillir, s'appelle Laure Adler. Bonjour Laure Adler. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, malgré une actualité un peu incertaine, mais ça va. Je vous pose ma question un peu générique, celle que je pose à tous mes invités. Ça fait quoi d'être vous en ce moment? Ça fait quoi d'être dans la peau de Laure Adler à cet instant? Oh, j'en sais rien, hein. Je ne me prends pas pour moi-même et je ne m'intéresse pas beaucoup à moi-même. Ah oui? Depuis Non. toujours? Vous n'êtes jamais intéressé à vous-même? Pas trop, non. Je n'ai pas été éduquée dans ce type d'éducation où on devait s'intéresser à soi-même. Il fallait essayer d'avoir des bonnes notes à l'école, essayer de passer dans la classe supérieure, essayer ensuite de faire des études. Voilà, moi je viens d'une famille, entre guillemets, méritante. Est-ce que vous avez fait brillamment par ailleurs ou vous êtes... Brillamment, j'en sais rien. En tout cas, vous êtes docteur, enfin vous avez un... Ah, j'ai des diplômes, mais ça ne sert pas à grand-chose en fait. Ah oui? Ah oui? Non, ça sert Ah à oui? rien. Ça vous a servi à rien? Ça sert à soi-même. Oui, oui. Et le jour où j'ai décidé de partir de la quotidienne de France Inter, où j'aimais beaucoup être avec mon équipe, je l'ai fait parce que j'ai décidé de reprendre des études. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis redevenue étudiante, comme quand j'étais jeune. Je pensais que ça allait me donner beaucoup de bonheur, mais je ne savais pas que ça allait me donner autant de bonheur de redevenir étudiante. Au fond, voilà, vous me demandiez qui je suis. Voilà, je suis une vieille étudiante. Voilà, donc être dans votre peau en ce moment, c'est être dans la peau d'une étudiante. Oui, d'une vieille étudiante. D'une vieille étudiante. Qu'est-ce que vous étudiez? J'étudie de nouveau, puisque j'ai fait des études de philosophie, mais c'est inépuisable, de nouveau la philosophie et la théologie. Très bien. On se voit pour 1 ou 2 livres que vous sortez, qui sortent en ce moment. Le premier s'appelle Vierge, ça pourrait avoir la couverture, on pourrait dire que c'est de la théologie. Oui, absolument. C'est parti d'ailleurs d'interrogations théologiques. J'imagine. Et l'autre s'appelle Femme d'exception. Il sort aussi en novembre. Qu'est-ce qui vous a donné envie, pour parler de ce Vierge, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser, de plonger dans ce sujet-là? En fait, j'ai été élevée par une grand-mère qui était très catholique. J'ai vécu avec ma grand-mère pendant 3 ans, isolée de mes parents qui vivaient en Afrique. Et c'était un temps où le téléphone ne fonctionnait guère et où les liaisons étaient très très longues et très compliquées. Donc j'ai vécu isolée de mes parents avec cette grand-mère catholique. Et elle m'a donné la certitude à l'époque, que j'ai perdue depuis, que la Vierge était omniprésente dans mon existence, pas seulement dans la mienne, mais dans la sienne et dans celle de ma petite sœur avec qui j'étais. Et à partir de là, s'est organisé une sorte de rapport à la Vierge très imaginaire, mais en même temps très réel. Je pense que le fait que mes parents soient très loin, que je ne savais pas si j'allais les revoir, le fait que ma grand-mère nous prenait en charge et nous faisait faire la prière dès le matin, quand on se réveillait, et le soir, quand on allait se coucher dans la même chambre avec ma sœur, m'a inspiré des espèces de, je sais pas, de protection, de sens de la protection. Alors ensuite, plus tard dans ma vie, j'ai perdu ma foi catholique, mais la figure de la Vierge est restée pour moi omniprésente. Elle est omniprésente pour beaucoup de gens, à travers les civilisations, à travers les religions, à travers les cultures. Et on voit, quand on se promène dans une ville, on voit, si on lève un peu les yeux, on voit qu'il y a des niches. On voit la Vierge. On voit les Vierges, on voit les icônes, on voit la représentation un peu partout. Est-ce que c'est vraiment cette icône, c'est-à-dire l'image de la Vierge qui vous est restée, ou est-ce que c'est aussi, est-ce que ce serait pas aussi la prière en elle-même, c'est-à-dire le mantra de la prière, puisque vous disiez que vous priez le matin et le soir, j'imagine que ça doit être un « Je vous salue Marie ». Oui. Faire. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est resté quelque part dans le mécanisme quasiment, dans l'automatisme du cerveau? Je pense que c'est un peu cela qui est resté. Ce qui est resté aussi, c'est ce que le catholicisme a voulu développer, et c'est ça qui m'a absolument passionné dans ce livre, et c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre quelque chose à cette figure de la Vierge. C'est comment, finalement, au départ, la Vierge, d'ailleurs,
Dans l'Ancien Testament, elle est quasiment inexistante. Oui, et dans le Nouveau Testament, elle apparaît 5 fois. Donc elle Oui. est très, très mineure. Oui. Dans les textes les plus importants de la constitution des deux monothéistes. C'est petit à petit qu'elle est arrivée historiquement. D'un coup, ça se développe. Oui, au départ, la figure féminine, c'était la figure d'Ève. Celle qui donne la pomme à Adam, la pécheresse, celle qui va nous faire quitter ensemble le paradis, etc., etc. Mais cette Ève pécheresse, devant les cathédrales, devant les églises des villages, etc., a progressivement disparu pour laisser la place à la figure maternante, alors qu'elle ne l'était pas au départ dans le christianisme, de cette Vierge qui s'est immiscée partout. Elle s'est immiscée comme une sorte de relique que les aristocrates avaient avec elle pour pouvoir les protéger du malheur. Elle s'est immiscée dans la vie des rois et des reines aussi comme ombre protectrice et consolatrice. Et petit à petit, cette image protectrice s'est complètement diffusée à l'intérieur de toutes les couches. Et effectivement, je connais beaucoup de gens, d'ailleurs je fais partie de ces gens-là, qui, moi j'ai pas de petite vierge autour du cou, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ont des vierges autour du cou, ou des vierges chez eux ou chez elles, ou pas loin. Il y a quelque chose, si vous voulez, d'un rituel laïque qui s'est organisé pendant des siècles et des siècles, et qui bien sûr a été encouragé et rehaussé par les génies que sont les artistes peintres du monde entier, car quelle est la figure... C'est une des figures les plus peintes, qui a le plus inspiré les peintres, bien et sûr, pas seulement à la sûr, Renaissance. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs ou d'autres choses de l'enfance comme ça qui vous remontent ou qui reviennent comme ça régulièrement? Est-ce que d'ailleurs votre reprise d'études de philosophie, de théologie, est-ce que ça a provoqué ça? Ce retour à des souvenirs et de coup se poser la question de tiens, il y a quelque chose de constitutif dans l'enfance et qui revient. C'est vrai que quand on croit, ce qui était mon cas, avec une éducation catholique, d'ailleurs dont je m'enorgueillis, parce que je trouve que ça nous donne des cadres. Absolument. Après, les circonstances de la vie peuvent vous faire bifurquer, peuvent vous faire partir des croyances que vous avez, mais j'ai reçu ce qu'on appelle une éducation catholique qui m'a permis, en tout cas, de connaître une histoire qui est aussi un peu la mienne. Et quand on croit, on ne se dédouble pas. Quand on croit, on adhère à ce qu'on croit. Absolument. On est complètement en fusion. On n'imagine pas du tout qu'on est en train de penser quelque chose. On croit et on est content de croire. Et moi, dans ma famille, mes propres parents, qui hélas ont disparu, mais avec qui j'ai eu la chance de passer les derniers instants, et pour moi ça a été très important, ils ont cru jusqu'à la dernière seconde. D'ailleurs, je suis malheureuse de ne plus croire, parce que c'est peut-être plus facile de croire quand le dernier moment arrive. Mais si vous voulez, l'enfance a été baignée par ce sentiment de croyance, et petit à petit, quand j'ai perdu la foi, dans des circonstances très difficiles, quelque chose de l'ordre de la philosophie est arrivé dans ma tête. Il y a eu un je me suis demandé, si je ne crois plus, qu'est-ce qui va organiser ma vision du monde? Et c'est là que la philosophie est arrivée un peu comme une source de réflexion, une source spirituelle pour certains philosophes, il y a des philosophes croyants, et aussi une source de réalimentation intellectuelle, culturelle, et surtout de questionnement. De questionnement. La question, c'est le plus important. Voilà, de questionnement de l'organisation du monde. Et le questionnement. Comment je vais vivre dans ce monde alors que la foi m'avait accompagnée pendant pas mal de temps? Eh bien, la théologie que j'étudie en ce moment vous donne aussi des réponses. J'avais fait des études de philosophie poussées jusqu'à l'agrégation, mais je n'avais pas fait d'études de théologie. Et je lis l'Ancien Testament tous les jours, le matin. Et donc, j'avais besoin d'élucider ce rapport à ce texte qui, pour moi, me nourrit, m'élève, me questionne, etc.
Et la théologie pose des questions, ne répond pas à des questions, mais pose mais des vous pose questions. Je propose de faire un tout petit pas de côté et de regarder la photo que vous nous avez envoyée, la petite photo souvenir. On regarde. Justement, quelle est cette photo? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une photo qui est dans ma cuisine. Ouais. Voilà, c'est une photo d'une vierge un peu andalouse que j'ai trouvée en fait au Mexique. Anisette Superfino, hein, c'est ce que je lis. Oui, oui, je l'ai trouvée. Anisette. Voilà, parce que vous avez un bel exemple des vierges qui sont partout dans le monde, notamment en Amérique latine. Elles sont des vierges folkloriques. On peut trouver des vierges folkloriques, mais vous avez aussi un bel exemple avec cette Anisette Portofino de la contradiction de cette figure de la Vierge qui est à la fois vénérée par des tas de fidèles du monde entier, encore aujourd'hui. Absolument. Ouais, vous pouvez aller dans des lieux de culte à Paris où il y a des centaines de personnes au moment où nous parlons qui sont en train de prier la Vierge, et il y en a partout dans le monde. J'ai moi-même deux vierges chez moi. Ben voilà, et je respecte absolument. infiniment cela. Mais il y a aussi, évidemment, une démultiplication et une rentabilisation commerciale. Voilà, absolument partout. Alors là, vous avez de l'anisette Portofino, mais vous avez des vierges bleues, vous avez des vierges roses, vous avez des vierges absolument partout, y compris dans tous les supermarchés du monde. Oui, elle est devenue c'est vraiment une figure qui s'est implantée partout. Je vous propose d'écouter de la musique. Ah ouais? On va écouter un morceau, on va voir si vous reconnaissez. On écoute. Ah bah oui. Bah oui, votre livre part de ça. Ah bah je commence avec Madonna. Madonna, like a virgin. Comme Madonna. une vierge. Bah oui, mais comme... C'est ce que vous dites. Ce n'est pas une vierge, c'est Like a Virgin. Ouais. Parce que, d'ailleurs, ça a été son premier tube. Son grand tube. Son grand tube. Et quand vous regardez ce clip qu'elle a fait, puis qu'ensuite qu'elle a refait dans les circonstances qui lui ont permis de devenir la star internationale qu'elle est devenue, elle a complètement joué sur ce fantasme de la fille qui est à la fois offerte au désir des hommes, mais plutôt virginale, mais qui en même temps est comme une vierge, c'est-à-dire qu'elle s'habille en blanc, mais en même temps, c'est être séductrice. Et avec en même temps, chez Madonna, toujours cette idée que c'est quand même elle qui tient. C'est elle qui tient. C'est elle qui tient. C'est elle qui tient. Mon corps est à moi. Exactement. C'est elle qui tient sa propre vie, c'est elle qui choisira ses mecs, c'est elle qui va mener sa barque, mais elle peut vous faire le numéro de la Vierge américaine qui a été éduquée dans une religion où il faut qu'elle soit vraiment bien sous tout rapport jusqu'au moment où elle va être sacrifiée, comme dit Madonna, sur l'autel du mariage. C'est une question de pouvoir aussi, c'est-à-dire qu'elle se réapproprie cette figure-là pour dire c'est moi qui domine. Enfin, alors, en tout cas, j'essaie de dominer. C'était un moment aussi particulier de l'histoire des États-Unis, où la virginité était érigée en valeur suprême. Ce moment a ensuite été contesté fortement. On sait ce qui s'est passé depuis, mais maintenant, il y a un retour à ça. Qu'on vit avec Trump, maintenant qu'on vit avec un retour à un ordre sexuel d'une binarité totale et absolue, vanté par M. Trump extrêmement souvent et le plus souvent possible par lui, on revient à une sorte de retour de la valeur suprême de la virginité avec des évangélistes qui la portent comme un trophée et qui demandent à leur propre fille, puisque ça se passe entre père et fille, dans des bals ou dans des cérémonies où on s'échange des alliances, de rester vierges jusqu'à leur mariage. Ce qui est curieux, c'est qu'elles promettent leur virginité à leur propre père. Oui, ça c'est là oui, Freud n'est pas loin. On écoute un autre morceau. On va écouter, on va voir si vous reconnaissez. Ce sera tout à fait ah ouais. comme à la radio. Oh, j'adore. Vous pouviez pas me faire plus plaisir. C'est Brigitte. C'est Brigitte Fontaine. C'est Brigitte Fontaine. Alors, c'est vraiment une des chansons, j'en ai des frissons. C'est une des chansons c'est une des plus belles chansons. Voilà, qui me plaît le plus et qui m'émeut le plus parce que j'ai vécu et je continue à faire un peu de radio. Oui, voilà, la radio c'est ma vie et je trouve que Brigitte Fontaine avec Areski dans cette chanson, elle explique tout.
C'est quoi pour vous encore la radio? C'est votre vie, vous le dites, c'est quoi? C'est quoi exactement? C'est mon rapport au monde, Oui. c'est ma possibilité de transmettre mes passions de la lecture et de la philosophie. C'est ma possibilité aussi de pouvoir essayer de transmettre les valeurs du féminisme et d'un meilleur vivre ensemble. Ce sont mes amis, c'est mon amoureux, puisque Oui. je l'ai rencontré là-bas. C'est ma vie. Un couple de radio. Oui. C'est ma maison, on appelle ça la maison de la radio, mais c'est une maison. C'est un lieu où je me sens bien. C'est un lieu où j'ai grandi, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans à la maison de la radio. Vous avez commencé là et vous avez... Et puis petit à petit, j'ai continué en franchissant les échelons depuis le plus bas. Et pour moi, c'est un lieu de réassurance et en même temps, c'est un lieu démocratique de transmission des valeurs déontologiques. Et est-ce que... on vous voit aussi à la télévision, vous êtes dans C'est ce soir. Oui, j'ai beaucoup de chance de travailler avec Karim Rissouli. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il y a une hiérarchie en toutes ces choses-là pour vous? Est-ce que c'est la radio qui reste au-dessus de tout? Est-ce que c'est cette parole, finalement sans image? Ou en tout cas, c'est cette parole qui permet de se créer des images mentales, peut-être? Alors, moi, j'appartiens à une génération qui était très accueillie par les plus vieux d'entre nous, ce qui n'est hélas pas le cas pour les plus jeunes qui ont à galérer. Donc, je n'ai jamais choisi de faire de la radio. J'étais d'abord prof de philo intérimaire, et puis c'est le hasard des circonstances, parce qu'on avait besoin des jeunes, que je suis rentrée à la radio et que petit à petit, par l'intermédiaire d'une copine, j'étais secrétaire. Bon, je ne vais pas vous raconter ça, mais c'est pour vous dire qu'on trouvait du boulot n'importe où. Et ensuite, si on donnait satisfaction, on pouvait monter les échelons. Oui. Donc, je n'ai pas voulu faire de radio. Je n'ai pas voulu faire de télé. Ça a été deux hasards objectifs. Ce sont deux médias très, très différents qui n'apportent pas la même chose, mais qui sont complémentaires et qui permettent, je trouve, de pouvoir échanger et surtout écouter et comprendre. Oui. Je vous propose de passer à notre séquence suivante. On va voir des mots qui vont s'afficher et je vais vous demander de réagir à ces mots-là. Confidence. Vous êtes quelqu'un de connu pour recueillir des confidences, mais vous faites aussi les vôtres. Est-ce que les confidences, c'est quelque chose d'important dans le métier que vous faites? J'aime pas beaucoup les confidences. Ah oui? Qu'est-ce que vous préférez aux confidences? J'ai l'impression qu'elles sont arrangées, les confidences. Oui. Elles sont préparées à l'avance pour pouvoir plaire ou pour pouvoir émouvoir, etc., etc. Moi, je préfère les murmures. Lesquels? Des choses qui sont abandonnées, vous voyez, quand on est dans un moment de grande joie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, tout d'un coup, on dit quelque chose qui vous étonne soi-même, mais on ne l'a pas préparé. Ça peut être des phrases très courtes, mais ce n'est pas une organisation d'un récit pour pouvoir plaire ou pour pouvoir se faire protéger. Est-ce que vous vous êtes étonné lorsque vous avez finalement quitté un peu le journalisme pour aller travailler avec François Mitterrand, par exemple? Est-ce que c'était un moment d'étonnement pour vous-même? Ah bah oui, ça c'était super étonnant, puisque quand le président de la République m'a appelé, j'étais à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, dans une chambre de 3 personnes, et je venais d'accoucher de ma dernière fille. Et il ne se rendait pas compte, lui, il ne savait pas du tout où il téléphonait, à qui il téléphonait, et il me demandait de venir le rejoindre. Et je lui disais, mais monsieur le président, je suis dans un hôpital et ma fille vient de naître et j'ai un congé maternité à respecter. J'entends encore son rire fracassant quand il m'a dit, vous n'aurez pas de congé maternité à prendre et personne ne vous embêtera si vous venez rejoindre l'Élysée. Alors je dis, oui, mais j'ai ma fille. Alors il m'a dit, mais il y a une crèche à l'Élysée. Il avait réponse à tout et effectivement, je l'ai suivi à l'Élysée. Le mot suivant. Le goût. Comment définiriez-vous votre goût? Il y a des vidéos, on voit des vidéos de vous parlez de livres, je vous entendais encore hier ou il y a quelques jours défendre votre coup de cœur pour le Goncourt, Laurent Mauvigné, je crois. Comment définiriez-vous votre goût? C'est quoi votre goût? Est-ce qu'il est définissable? Je suis un peu givrée, hein. Très bien. Je pense que c'est pas du goût, c'est de l'appétit. Ouais.
on sent ça, on sent quelque chose d'un peu vorace. Ouais, Presque. je suis d'accord avec vous, Ouais. c'est un peu grave psychologiquement. Il paraît que ça porte un nom aux États-Unis. Ah oui. C'est-à-dire que je m'ennuie de moi-même, c'était votre première question, Oui. sur soi-même. Moi, j'ai besoin d'être nourrie En permanence. par l'extérieur. Alors, c'est sûrement une très grande angoisse. Mais si je ne vais pas au théâtre, si je ne vais pas écouter de la musique, si je n'apprends pas quelque chose tous les jours, si je ne lis pas plusieurs bouquins par semaine, c'est pour moi. Personne n'en saura jamais rien. Vous avez le syndrome de la nouveauté à tout prix. C'est un pas peu ça. forcément de la La nouveauté, curiosité. parce que ça peut être un livre de Descartes ou ça Oui. peut être La découverte. une cantate de Bach. Ah oui, Vous voyez, oui. c'est pas forcément l'actualité du jour. Oui. C'est pas l'événementiel. Ça peut être aussi l'événementiel au niveau culturel. Mais je pense que ça correspond à un grand vide. Et puis ça correspond peut-être, j'imagine, en vous le disant là, qu'après j'ai retrouvé mes parents, après cet épisode de 3 ans en France, et je suis retournée vivre en Afrique. Et en Afrique, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Oui. Et en Afrique, il n'y avait rien. Ah oui. Il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Alors il y avait la beauté du paysage et l'océan au bout du jardin. Mais si vous voulez, toutes les choses culturelles, je les ai découvertes tardivement. Et c'est comme une source qui, de toutes les façons, n'arrivera jamais à se tarir ou à vous apaiser. Et à m'apaiser. Le mot suivant, été. J'ai choisi ce mot parce que, en lisant l'autre livre que vous sortez, Femmes d'exception, il y a tout un chapitre sur Marguerite Duras, sur laquelle vous avez beaucoup écrit. Et Marguerite Duras a écrit plusieurs livres avec le mot été. Été 80, etc. Quel est votre été préféré de Marguerite Duras? L'été préféré de Marguerite Duras, je crois que c'est celui où, à Trouville, elle a répondu en ouvrant la porte à la sonnerie. Et tout d'un coup, elle a vu, il était 2h30 de l'après-midi, c'était au mois d'août. Elle a vu devant elle, elle n'attendait personne, elle allait très mal, elle était en pleine déprime, elle buvait pas mal, elle essayait beaucoup d'écrire, mais elle trouvait que c'était pas forcément terrible. Bref, une mauvaise passe. Et elle a vu devant elle un jeune homme qui lui avait écrit, je ne sais plus si c'est 750 lettres ou 840, enfin qui l'avait inondé de courriers. Et elle avait répondu à une de ses lettres, elle lui avait donné son adresse, il était là devant lui, avec ses yeux clairs, ses cheveux blonds. Elle est rentrée, il s'appelait, parce qu'ils ont tous les deux disparu, Yann Andrea, et ils ont vécu un amour très contradictoire, puisqu'il était très fort. homosexuel, et elle a essayé de forcer le barrage par l'amour de cette homosexualité. Ça a donné lieu à des livres extraordinaires, mais ils se sont tant aimés, et cet amour est tellement respectable. Et cet été-là, je pense, a été l'été du réenchantement de la croyance en elle de Marguerite Duras. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, le Julie livre Braffman. de Julie Braffman, Je suis d'accord. qui vient d'avoir... Ah, je trouve ce livre, Yann dans la nuit. Yann dans la Vous nuit, savez Julie ce que je vais Braffman, faire elle vient cet d'avoir après-midi ? Elle vient d'avoir le prix Albert Oui, Londres. vous savez ce que Absolument. je vais faire cet après-midi ? Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi? Je vais lui apporter un bouquet de fleurs dans un café de la République. Très bien. Parce que j'adore ce livre, j'adore cette fille et je suis vachement contente. Je suis d'accord avec vous, c'est un des très très beaux livres de ces derniers mois. Quelle est la question que vous vous posez? Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Très bien, c'est une bonne question. Je pourrais me la poser aussi. Et ce qui nous permet de passer à notre dernière séquence, notre questionnaire de Proust, un mini questionnaire de Proust. Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? La sincérité. Très bien. La même pour un homme? La sincérité. Toujours. Pas de différence entre les deux? Non. Très bien. La question suivante. Quel est votre principal défaut? Je suis impatiente. C'est horrible. Est-ce que ça va avec la curiosité en tout? Je trouve que oui, ça va pas bien, quoi. Je suis trop impatiente. Il faut que je me calme. À mon âge. J'espère que vous ne trouverez pas le temps trop long, là. Non, On a presque pas fini. du tout. Non, On non. a presque fini.
Quelle est votre occupation préférée? Lire et nager. Lire et nager. J'ai pas réussi à faire les deux en même temps. Oui, je comprends, c'est difficile. Mais peut-être qu'un jour on y arrivera, avec des lunettes spéciales. La dernière question, quel est votre rêve de bonheur? Est-ce que vous avez un rêve de bonheur? Oui, Quel est-il? retourner dans mon pays d'enfance, le premier, celui où j'ai vécu de 3 mois à 11 ans, Oui. qui est la Guinée. Oui. J'espère Et que je vais pouvoir y arriver. J'aimerais bien y mourir. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que C'est c'est mon un habitat. rêve? C'est un rêve récent qui est revenu? Non, Ça a toujours été là? plus je vieillis, plus je pense à ma mort, comme tout le monde. Oui. Donc aux conditions dans lesquelles elle pourrait se produire. Et moi, j'aimerais bien mourir dans ce paysage, avec les chants d'oiseaux que je connais, que je saurais reconnaître, avec les arbres dont je connais aussi tous les noms, avec cette odeur de la terre après la saison des pluies, avec ce ciel, notamment la nuit, qui est absolument magnifique. On a l'impression que c'est la voûte du monde. Voilà, j'espère que je réaliserai mon rêve. J'aurais peut-être pu parier que pour quelqu'un qui a passé sa vie à la maison de la radio, en tout cas à la radio, que vous auriez peut-être voulu mourir sur scène. Mais là, c'est une toute autre fin que vous imaginez. Ah oui, quand même. On ne va pas mourir dans le lieu où on a travaillé. Vous n'allez pas mourir au micro. Vous n'allez pas mourir au micro. Ah non, pitié. Mourir en Guinée, donc. Voilà. Très bien. Ben, le plus tard possible. Oh, bah écoutez, ça viendra quand ça viendra. La théologie est formidable pour ça. Pour accompagner. Elle vous donne un peu de distance et de sens de la fatalité. La théologie, la culture, les questions. Merci beaucoup. Je rappelle Merci à vous. Que vos femmes d'exception. Julie Braffman. Et vive Julie Braffman, une femme d'exception dans un prochain volume, j'en suis certain. Merci d'avoir été là et à très bientôt, j'espère. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation. À la semaine prochaine. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien,